L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Alors, Luc, Trump n'a pas pu s'en empêcher. Il a encore parlé du fameux 51e État, jour des élections canadiennes. Je ne comprends pas la teneur de son discours parce qu'il n'y a aucun parti qui se présente au Canada qui veut s'annexer, qui veut que le Canada s'annexe. Qu'est-ce qu'il voulait dire, là? À qui il parlait exactement, là? Écoute, je pense essentiellement aux Américains pour le reste de la population canadienne, pour ceux qui se sentiraient attirés par l'idée d'annexion. Je pense que l'idée, c'est de démontrer à quel point il peut être influent ou à quel point il est capable de braquer les projecteurs sur lui. Si on regarde de notre côté de la frontière, si je suis dans l'équipe des conservateurs ce matin et qu'au réveil, c'est le premier message que je vois qui provient de l'international, je suis pas très heureux. Je pense qu'on l'a constaté. Emmanuel a eu l'occasion d'en parler d'ailleurs pendant la campagne. La campagne a littéralement viré de bord ou changé de direction. À partir du moment où Donald Trump s'est invité dans ce débat-là, les libéraux qu'on donnait pour battus, on imaginait un prochain gouvernement conservateur. Ce soir, on va attendre de voir, on anticipe, je pense, une victoire libérale. Sera-t-elle minoritaire ou majoritaire? Mais si je suis un conservateur, en tout cas, c'est un fort mauvais rappel de l'influence qu'a pu avoir Donald Trump et qu'il a encore sur cette campagne-là, et malheureusement, du lien qu'on a fait parfois entre la méthode ou des thèmes abordés par Pierre Poilievre qui semblaient correspondre à certaines idées du plan de match de Donald Trump. Donc, c'est fort désagréable. Je pense qu'on a bien fait, M. Poilievre l'a condamné vigoureusement ce matin. C'était le premier à réagir à ce que moi j'appelle littéralement de l'ingérence. Mais c'est un mauvais souvenir pour nous le jour de l'élection, qu'il se rappelle à notre bon ou plutôt à notre mauvais souvenir. Écoute, je parle à l'historien, là. Ça a-tu existé, Ouais. ça, un pays qui en a avalé un autre sans passer par une guerre? Et là, je parle pas de guerre économique, une vraie guerre, là. T'annexes un autre territoire avec une vraie guerre, mais c'est-tu déjà arrivé que soudainement un pays décide, on va s'annexer à l'autre pays à côté? Écoute, c'est que deux entités politiques différentes aient eu des atomes crochus, c'est une chose. De dire contre la volonté d'un partenaire, ça n'arrive pas. Donc, Ah et oui? c'est le seul scénario possible, c'est la menace et la contrainte. On ne veut pas majoritairement, les sondages sont très, très clairs. Il n'y a personne au Canada, dans aucune des provinces, qui souhaite devenir le 51e État américain. Et on n'est pas sûr non plus que les Américains veuillent nous accueillir. Ça, c'est dans la tête de Donald Trump. On a fait l'exercice à quelques reprises. Que faudrait-il pour qu'on devienne un État? Ça n'arrivera pas. On déséquilibrerait le rapport de force aux États-Unis. Donc, on parle littéralement d'une annexion. Et ça, assurément, ça peut être dans un intérêt américain, dans le sens où si on allait jusque-là, on vient chercher des ressources naturelles dont le territoire dispose et que les Américains souhaiteraient avoir, ce qu'ils viennent chercher par l'accord de libre-échange en partie, là, c'est la résultante de ça. Mais sinon, on parle vraiment d'une annexion. On parle pas d'un État. On parle d'un territoire annexé à un autre. Et ça, écoute, je vois pas comment autrement que par la contrainte, par les armes, on est capable de faire ça. Nous n'avons rien à gagner à nous joindre aux États-Unis, aussi peu comparativement à ce qu'on pourrait perdre. Écoute, je suis allé entendre Salman Rushdie parler, là, j'en parlais Oui. tantôt là, à Montréal. Il était de passage de la grande visite. Et à un moment donné, pendant la soirée, il a dit, il y a plein de gens qui ont voté Trump pour une deuxième fois, puis qui le regrettent, puis qui disent, oh tiens, j'aurais pas dû. Puis il dit, vous vous attendiez à quoi exactement? C'est ça qu'il dit. Voilà, écoute, on a commencé là, depuis la fin de semaine, puis pour quelques jours, là, tout le monde y va un peu de ceux qui couvrent la politique américaine. On y va du bilan des 100 jours. Et il y a des gens qui semblent étonnés de ce bilan-là. Le seul étonnement que j'ai depuis que Donald Trump est retourné à la Maison-Blanche, c'est qu'il bouge drôlement vite. Mais tout ce qui arrive, c'était très clair. Il ne s'en est jamais caché. Ben non. Donc, écoute, si on est étonné aujourd'hui de ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'on n'a tout simplement pas écouté la dernière campagne ou encore ce que dit Donald Trump depuis sa défaite de 2020. Mais je ne suis aucunement surpris de tout ce qui est abordé. Je répète, le rythme, la cadence s'est effrénée, mais je n'ai pas de surprise. Mais on découvre probablement les dessous des slogans.
Quand on parle de l'immigration, quand on parlait des tarifs douaniers, est-ce que des gens avaient déjà entendu parler des tarifs douaniers? Oui. Est-ce qu'on savait que Donald Trump allait mettre ça mur à mur comme ça, puis gérer ça au jour le jour ou d'heure en heure? Je pense qu'on découvre finalement les retombées de ces politiques-là, mais c'était déjà écrit dans le ciel, donc c'est pas étonnant. En passant, un rare compliment de ma part pour l'administration Trump. Quand je parle de l'énergie ou du rythme des annonces ou des décisions, le seul qui a fait aussi vite et aussi brutalement que Donald Trump dans l'histoire, c'est Franklin Delano Roosevelt. Il y a peu de comparatifs. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que peut-être qu'on a des auditeurs qui se disent, c'est quoi cette unité de temps-là? Pourquoi mesurer la performance d'une administration après 100 jours? Ça vient d'où ça? C'est pas constitutionnel, c'est pas une loi. On doit ça justement à Franklin Delano Roosevelt qui commence à gouverner en pleine crise économique et c'est là où on fait le bilan des 100 jours. Et en même temps, c'est le seul comparatif en termes de on bouscule le système, on veut le changer de l'intérieur. Personne ne va penser à associer Franklin Delano Roosevelt et Donald Trump au plan idéologique ou en termes de personnalité, mais ce sont les deux dans le langage populaire qui ont brassé le plus la cage. Et Luc, les sondages démontrent que Donald Trump est le président qui a le plus gros taux d'impopularité au cours des 70 dernières années. Ouais. C'est incroyable, ça marche pas pantoute pour lui. Là. Voilà, quand on parle des 100 premiers jours, et c'est là où je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des gens qui se réveillent aux États-Unis et qui constatent que derrière les slogans ou les formules populaires, on n'aime pas tellement la manière de faire ou les procédures de l'administration Trump. On en avait déjà parlé en campagne, puis autour du 20 janvier, là, quand il entre en fonction, par exemple. Et on serait très populaire, nous aussi, si on disait, écoutez, au Québec, au Canada, on veut faire comme les États-Unis, on veut rendre l'État plus efficace. Ça nous coûte cher d'impôts, hein, ce sont les subsides, c'est l'argent des contribuables qu'on met à profit dans un système. On va dégraisser la machine, on va rendre ça plus efficace, opérationnel. Donc, des Américains ont été attirés par ça. Maintenant, ce qu'ils constatent, c'est que, c'est pas rendre ça plus opérationnel, c'est, entre guillemets, souvent, littéralement, sacrer la machine à terre. Je pense, entre autres, à l'éducation. Et de l'autre côté, c'est que ce ménage-là, on le confie à des individus qui se servent ensuite à même l'appareil de l'État. Quand Elon Musk et le cabinet de milliardaires, c'est le cabinet le plus riche de l'histoire, font tomber des barrières qui servaient justement à freiner les élans des individus les plus riches, quand on mettait des barrières, quand il y avait des questions de conflit d'intérêts. Donc, c'est eux-mêmes qui, de l'intérieur, font tomber ça. Donc, il y a des gens qui disent, oups, c'est peut-être pas le genre de ménage qu'on attendait. Quand on pense aux tarifs, quand on regarde l'inflation, est-ce que le coût de la vie est plus bas? On revient toujours à cette foutue douzaine 2 dont on a vérifié les variations de prix. Est-ce que ça coûte moins cher faire l'épicerie ou ça coûte moins cher de vivre sous Donald Trump? Au contraire, les économistes l'avaient dit, ce que confirment les économistes, c'est les fameux tarifs douaniers, même s'il a reculé à certains moments, puis qu'on a évité le pire, je pense, des tarifs à l'échelle planétaire, des partenaires commerciaux, reste qu'il y a une incidence là-dessus sur le coût de la vie. Il en reste des tarifs, il en reste avec le Canada, et ça va vous coûter plus cher, point. Donc, même sur la question de l'immigration, il faut le faire. Donald Trump se démarquait sur la question de l'immigration et sur la question de l'économie. Sur la question de l'immigration, il y a beaucoup de gens qui disent « Oups, c'est pas tout à fait comme ça qu'on pensait qu'il allait procéder ». Mais le thème en campagne électorale, il était justifié et populaire. Quand on joue avec des gens qui émotivement craignent les problèmes avec l'immigration et surtout l'immigration illégale, quand le président dit « Faites-moi confiance, si je suis un dur, on va faire le ménage », c'est une chose. Dans la manière de faire, puis dans le déséquilibre que ça a créé, je ne sais pas si tu as remarqué, sans tout mélanger, en Floride, on a modifié la loi pour faire travailler les enfants. Et c'est une des résultantes de la politique migratoire de l'administration Trump. Il y a des migrants qui travaillaient, qu'on mettait au travail. Quand on les repousse, quand on les chasse, ces gens-là ne sont plus là pour faire le travail. Et le gouverneur de DeSantis a fait adopter une loi pour que les enfants puissent commencer à travailler plus jeunes. Donc, c'est ce genre de mesures. C'est souvent ce que je t'ai dit. Hein? Parfois, Trump a en théorie une bonne idée, ou à tout le moins le thème qu'il exploite est pertinent. Ça touche le cœur des gens ou les inquiétudes des gens. C'est dans la manière où, à un moment donné, ça crée plus de retombées négatives que de retombées positives. En même temps, hein, si pendant des années, les gouvernements ne font rien
face Tout à fait. à la criminalité, puis face à l'immigration illégale, puis ils font rien. À un moment donné, les gens disent, ils sont écœurés. Comment ça, vous faites rien? Vous restez des bras Ouais. croisés. Mais lui, il va botter des culs. Fait que nous autres, on va voter pour lui parce que ça va marcher du bon bord. Mais là, finalement, tu sais, il se retrouve avec un Trump dans les mains, sauf qu'il y a, Voilà. il y a une inefficacité du gouvernement qui a permis l'arrivée de Trump. Voilà, là tu mets le doigt sur un autre problème, et c'est le problème qu'on voit à l'échelle du monde occidental présentement. On a un retour de migrants de pays que les Occidentaux, d'ailleurs, ont déjà occupés ou dont on a exploité les ressources. Ils reviennent maintenant en grande quantité vers le monde occidental, et pendant des années, on a soufflé le chaud et le froid là-dessus, ou dans une certaine mesure, parfois, pour certains gouvernements, on a joué la carte de l'indifférence. Pendant ce temps-là, les gens ne sont pas rassurés. Donc, le fait qu'on ait mal géré ou repoussé des échéances ou repoussé le problème en avant explique ensuite qu'on mette quelqu'un comme Donald Trump en place pour dire, lui, il va le faire. Le problème, on le voit, c'est les retombées avec lesquelles on va devoir composer maintenant. Mais c'était, je te l'ai souvent expliqué, je comprends les gens qui se sont tournés vers Donald Trump. Malheureusement, c'est ce que je répète depuis des années. Moi, je pense qu'ils ont choisi le mauvais cavalier pour porter la cause, ou encore qu'ils ont le mauvais chevalier noble pour défendre leur cause. Ils entraînent plus de problèmes qu'ils n'en règlent. Mais c'est bien légitime de voter Trump quand on en a assez de l'inaction des autres. Exactement, c'est bien dit. Merci beaucoup, Luc. On se reparle demain. Bonne soirée, bye.